Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Crédit Agricole? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va analyser ici Crédit Agricole par rapport aux résultats financiers du quatrième trimestre, donc le quatrième trimestre 2022. Donc, on a eu à suivre cette compagnie ici au courant de l'année 2022 ici. Donc, en résumé, cette entreprise était sous-évaluée. Et je vous ai toujours dit une chose, c'est sous-évalué certes, mais il faut aller regarder pourquoi. Ok? Parce que les banques sont faciles à évaluer, mais complexes à analyser. Je répète, facile à évaluer, complexe à analyser. Ok? Parce que l'évaluation quantitative, voilà, c'est correct. Mais maintenant, analyser, comprendre où est-ce que se situe le risque, c'est ça la partie la plus compliquée. Ok? Enfin, n'ayez pas peur quand je dis compliqué, etc. Je dis juste toujours ici, il faut lire vos rapports financiers. Ok? Parce qu'évaluer une banque surtout une banque du type de Crédit Agricole, parce qu'il y a plusieurs types de banques ici. Il y a les banques d'investissement, il y a les banques commerciales. Donc, surtout une banque comme Crédit Agricole, je regarde les actifs tangibles nets par action, l'évolution des actifs tangibles nets par action, je regarde les actifs performants, les prêts non performants par rapport au total des prêts, le prêt non performant par rapport au total des actifs, les prêts non performants par rapport à l'équité. Voilà les genres d'informations que je vais regarder ici. Ok, et je regarde également le pourcentage de liquidité ici par rapport à l'actif global ici. Normalement, c'est une règle générale ici, de manière réglementaire, doit avoir à peu près 10% de son actif doit être assez liquide. Donc, c'est-à-dire que si on demande à Crédit Agricole d'ici demain matin de sortir à peu près du cash, elle peut sortir 10% facilement en quelques heures. On va le dire, enfin, en quelques heures, on va le dire comme ça. Mais je vous encourage toujours à voir la première vidéo que j'ai fait sur Crédit Agricole, la première vidéo que j'ai fait sur Société Générale, la première vidéo que j'ai fait sur BNP Paribas, parce qu'en fait cette première vidéo, j'ai pris le temps d'aller en profondeur au niveau des ratios. Parce que aujourd'hui, je ne veux pas utiliser tous ces ratios que j'avais donnés sur la première vidéo, parce que sinon on risque d'étirer la vidéo ici. Bon, c'est vrai que ça prend 20 minutes ici, mais vous me connaissez, je peux parler pendant des heures. Ok? Donc, ce qui va se passer ici, je vais aller directement sur les éléments quantitatif, ok? Et je répète toujours ici que même si c'est une compagnie qui vous intéresse et qu'elle verse un généreux dividende, le plus important c'est de savoir où est-ce que se situe le risque. Et pour savoir où est-ce que se situe le risque, il faut lire les rapports financiers. Ok, donc au niveau des états financiers ici, dans des chiffres, on va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais regarder en premier lieu? Je vais checker le revenu. Premièrement, on va voir ici qu'on a un revenu qui est assez croissant par rapport à la période précédente, donc ça c'est au 31 mois de décembre 2022. Ok, je check également les analystes ici s'attendent à peu près à avoir des revenus de combien sur l'année en cours, donc 2023 ici. Donc on s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de 23 milliards, donc plus élevés qu'on a présentement ici. Ok, c'est correct, ça veut dire que on est optimiste. Maintenant, en termes de bénéfices nets, je vois ici que les bénéfices nets, est-ce qu'on a une évolution des bénéfices nets? Alors, les bénéfices nets ici, on les a eu aux alentours de 4 milliards 900 par rapport à ce qui est un peu moins que ce qu'on a eu l'année précédente ici. On doit savoir également dans les rapports financiers pourquoi est-ce qu'on a eu ça moins élevé que l'année précédente. Mais n'empêche qu'on reste toujours à un niveau assez correct ici. D'accord? Donc voilà. C'est sûr qu'il y a une certaine différence ici, mais voilà, on va pas... Voilà. Personnellement, ça ne me dérange pas énormément. C'est un business assez compliqué. La période actuelle, comme je l'ai toujours dit, les taux d'intérêt augmentent. C'est vrai que les prêts, nous aurons à peu près des revenus. Les revenus seront plus élevés par rapport au taux d'intérêt, d'accord. Mais attention, les volumes de prêts également vont diminuer. Ok, donc c'est une arme à double tranchant. Il faut également voir si c'est une compagnie ici qui est une banque de dépôt. Donc généralement travailler avec le dépôt des clients ici est plus facile. Donc avec le cash ici, le cash que vous mettez généralement dans les comptes d'épargne, etc. C'est ce cash-là que Crédit Agricole va peut-être prêter à des entreprises ou des particuliers ici. Donc ça dit que c'est un cash ici qui lui coûte presque rien du tout. Ok. Donc, alors, en date d'aujourd'hui, le 4 milliards 900 ici, c'est moins élevé que la période précédente. Il faut aller regarder pourquoi. Donc, quand je dis toujours ici, prenez le rapport financier, vous prenez le communiqué ici, voilà, on va le prendre simple. Hein. Est-ce qu'on nous a donné l'information ici par rapport aux bénéfices nets? Donc, je vais cliquer ici, résultat net, ici, 1, 2, résultat, donc résultat, on met ça ici, NET, voilà.
Alors, résultat net part du groupe ici, Crédit Agricole ressort à 2 milliards 40, donc moins 13% par rapport au quatrième trimestre 2021. Les éléments spécifiques du quatrième trimestre ont eu un effet négatif de moins 13 millions sur le résultat net part du groupe. Ils comprennent les éléments spécifiques du quatrième trimestre 2022. C'est quoi éléments spécifiques, entre parenthèses ici? Alors, 35 millions. Éléments spécifiques quatrième trimestre, c'est fait 241 millions ici. Hors éléments spécifiques, les résultats nets du groupe ici sous-jacent étaient à peu près en décroissance de 11%. Donc, est-ce qu'ils expliquent la raison pour laquelle on a des résultats nets moins élevés? Alors, donc il faut aller fouiller un tout petit peu ici pour voir pourquoi est-ce qu'on a ces résultats nets moins élevés que l'année précédente. Donc ici, ça c'est le T4 2021, ça c'est le T4 2022. On voit ici que le T4 2021, déjà on a un impact ici plus prononcé par rapport aux impôts. Également les cessions d'actifs, on a qu'est-ce qu'on a également en supplément ici? On a eu un impact positif ici de la variation en valeur des cartes d'acquisition, d'accord? Donc c'est ça qui a impacté positivement le T4 2021 ici. Donc techniquement, ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Société mise en équivalence, à peu près la même chose. Voilà, coût de risque de crédit ici, c'est à peu près la même chose ici. Donc, je pense que c'est surtout cette partie-ci qui a impacté négativement la compagnie, mais ça ne fait pas partie du day-to-day d'une entreprise, en fait. Donc, on va se dire ici que c'était à peu près correct. OK? Bref. Donc, quand on revient sur les rapports financiers ici, je regarde le revenu ici, le bénéfice net par action. Ici, pas la peine de regarder les free cash flow. Ne faites pas ça avec une compagnie, avec une banque. On ne regarde pas les free cash flow. D'accord? Il n'y a pas de free cash flow à regarder ici. OK? Les net income ici, c'est synonyme de free cash, parce que la banque ici ne vend pas à crédit. Donc, techniquement, le net income, c'est synonyme de net income, de free cash flow. OK? Donc, maintenant, on regarde ici le return on equity. D'accord? Donc, on prend le return on equity. C'est très important pour les banques. Je ne le mentionne pas souvent pour les entreprises parce que pour les entreprises ici, on peut manipuler ce return on equity là. Mais pour les banques ici, c'est return on equity. Les banques, généralement, elles ont les banques, généralement, ce sont des compagnies qui ont des actifs nets sont généralement liquides. OK? Ce sont des actifs tangibles. Donc, le return on equity ici est très important. Donc, je prends le return on equity, je vois ici, je veux quelque chose, voilà, surtout une stabilité, mes préférences 10% en montant. Quand je regarde cette compagnie ici, voilà, c'est pas facile. Ok, on voit ici qu'on a une certaine évolution par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Par rapport à l'année précédente, c'est sûr qu'on a une diminution. Il faudrait regarder, bon, les bénéfices nets également ont diminué, etc. Mais voilà, on reste toujours à quelque chose qui est assez, voilà, c'est correct, sans plus. Ça aurait été mieux si on allait plus loin, à quelque chose plus, si on avait eu quelque chose de plus élevé que ça. Mais ça va, on arrive à se maintenir par rapport à l'année précédente. Maintenant, quand on regarde le return on equity, c'est bien de regarder ici le tangible book value per share. Donc, les actifs tangibles net par action. Est-ce que les actifs tangibles net par action ont augmenté? Non, ils ont plutôt diminué. Et je rappelle que les actifs tangibles net par action, c'est très important parce qu'en fait, c'est ici que se situe la valeur de vos compagnies. D'accord? Donc, il faut généralement acheter une compagnie, une banque ici, surtout les banques commerciales ici, à des prix qui, voilà, à un prix équivalent à peu près aux actifs tangibles par action et privilégier généralement les compagnies qui ont la possibilité, qui ont un historique d'augmentation de ces actifs tangibles là, par action. OK? Non seulement actifs tangibles par action, mais également les actifs tangibles en termes de volume. D'accord? Ça, c'est par action parce qu'on peut jouer avec, si on peut jouer avec quand on met ici par action, on peut jouer avec, dans le sens où, si on fait un rachat d'actions ici, vous allez vous dire que non, ça peut augmenter artificiellement les actifs tangibles par action alors que les actifs tangibles en volume ont diminué. Donc ici, on a quelque chose en tout de 15 euros par action. Donc, en tangible book value per share ici, en tangible book value, ici, en termes de volume, on a quelque chose également qui diminue. Admettons, la période précédente, on avait des actifs tangibles ici aux alentours de combien? De 50, voilà, à peu près 49 milliards par là. En date d'aujourd'hui, on a 45 milliards, 4 milliards de moins. La différence est partie où? Donc, le management doit vous expliquer ici, donc, on met ici tangible, je cherche ça. Donc, tangible. Alors, tangible, actif net non réévalué, actif tangible par action. Ici, on a une quarantaine de milliards ici. D'accord, ici, par action, on a 14,50 €, donc c'est même plus ajusté ici. De l'autre côté, on a 15 €, mais ici, on a 14,50 €. OK, par rapport à l'année précédente, ici, on marque que non, on a une évolution. OK. D'accord, donc le business, eux, ils marquent qu'ils ont une évolution par rapport à l'année précédente ici. Donc, encore faut-il qu'on aille fouiller un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on doit croire à la fin de la journée? Il est préférable de prendre ce qui est pris en considération au niveau de la compagnie ici. OK? Donc, aller en profondeur à peu près à ce niveau-là. Mais dans tous les cas de figure, c'est assez correct. Donc, vous avez également le return on tangible equity, qui est à peu près le return. En fait,
Ils ont pris le Return on Tangible Equity. Et en fait, c'est vrai que c'est la bonne métrique ici à prendre en considération parce que dans le Return on Equity, si on a des actifs intangibles ici, ça va avoir tendance à les impacter négativement. Donc le ROTE, à prendre ici en considération, on fait quelque chose de 10% en montant. Là, on a du 12,6%. Donc, quand on l'ajuste aux actifs tangibles uniquement, on a du 12,6%. C'est correct, mais c'est en diminution par rapport à l'année précédente ici. Donc, la plupart des informations importantes sont vraiment dans les rapports financiers ici. Donc, il faut faire attention aux agrégateurs, mais au moins, ça nous permet ici de pouvoir, même si on le voit ici, on voit que les actifs, le ROE a légèrement diminué, mais ça nous permet de poser les bonnes questions rapidement. D'accord? On peut aller faire une double vérification, même si on se rend compte que non, la question qu'on s'est posée finalement, on a vérifié et que ce n'est pas le cas et c'est plutôt l'agrégateur qui a un problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est une manière ici de passer rapidement. Donc on va se dire ici, au niveau du ROE, le ROE, c'est bien, mais il faut vérifier si on a des actifs tangibles. Si le ROE ici est calculé sur un pourcentage d'actifs tangibles assez élevé. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Donc, en termes d'évaluation, simple. Pour évaluer cette compagnie-ci, il faut regarder les actifs tangibles par action. Ok, les actifs tangibles par action ici sont aux alentours de 14,50 € selon ce que le management nous dit. D'accord, donc on a une certaine évolution par rapport à la période précédente. Donc ici, voilà, 14,10 € ici et là on a 14,50 €. Ok, donc on a une certaine évolution. Ok, en date d'aujourd'hui, techniquement, je ne paierai pas plus de 14,50 € pour cette compagnie-ci. Donc l'entreprise ici est sous-évaluée. Donc, on est à peu près au même niveau que précédemment. Mais encore, il faut vérifier, est-ce que le marché, quel est le multiple que le marché paye généralement par rapport à ces actifs tangibles par action là? Le marché paye généralement ici un ratio aux alentours de, sur les 20 dernières années, attention, 0,9 fois les actifs tangibles par action. Sur les 10 dernières années, il paye 0,8 fois, ok? Et sur les 5 dernières années, il paye 0,7 fois. Donc, on va se dire ici que si on prend par rapport aux 10 dernières années, l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Ok, mais attention, quand on dit correctement évalué, il faut vous dire que quand on évalue une entreprise par rapport à ses actifs tangibles par action, ces actifs tangibles par action auront également tendance à augmenter. Et généralement, ils augmentent rapidement également par rapport à l'évolution également aussi du ROE, le ROTE, donc Return on Tangible Equity. Donc, ils auront tendance à augmenter une dizaine de pourcents ici par an. Attention, vérifiez. Il faut déjà il faut également vérifier si on a enlevé le dividende dans ce calcul-là. Faites attention parce que ici, je vois qu'on fait un calcul entre, voilà, on met ça là, on fait ça, ok, voilà. Donc, ici, ils ont pris ici combien? Ils ont mis combien? G et H. G plus H, ici G comme Georges, ça concerne quoi? Je cherche ici le G, où est-ce qu'on le retrouve? G ici c'est E plus F, donc actif par action après déduction après déduction du dividende, ok? Et le H ici correspond à quoi? Dividende versé. Donc attention, il faut plutôt prendre actif tangible par action après déduction du dividende. Ne le prenez pas avant déduction du dividende. Donc, en réalité, il est même de 13,40 € ici. Parce que le dividende, on l'a déjà empoché. C'est pas comme s'il va rentrer dans le bilan financier de la compagnie ici. Quand on enlève le dividende, il nous reste 13,40 € au total ici pour les actifs tangibles par action. Donc, c'est plutôt 13,40 €. Ok, c'est le 13,40 € qu'il faut regarder. Donc, même avec le calcul ici, le ROTE, on devrait prendre je pense que c'est le ROTE ajusté, donc le P et le G. Donc, actif tangible net publié ajusté. Ok, divisé par tangible moyen réévalué, action ordinaire. Donc, je pense que c'est celui-ci qui est le 12,6 est plutôt celui qui est le plus adéquat ici. Dans tous les cas de figure, on est plutôt, ça reste à peu près la même chose ici. Donc, c'est plutôt le 13, l'entreprise ici ne vaut pas plus de 13, enfin, pas que ne vaut pas. On ne devrait pas l'acheter à plus de 13,40 € parce que les actifs tangibles ici auront tendance également à diminuer. Ok, c'est bien de prendre ici, il faut faire attention ici. Donc, vous voyez ici une entreprise qui a des actifs tangibles ici. On va le mettre ici, actifs tangibles, tangible book value, annuellement ici. On voit que, voilà, l'évolution est là, certes, mais voilà, c'est très timide sur les dernières années. On a presque fait du surplace sur les dernières années ici. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, si cette compagnie-ci, en termes de bénéfices nets, d'accord, admettons qu'elle vous reverse la totalité des bénéfices nets au prix actuel, d'accord, les bénéfices nets ici, donc on va juste prendre ça, on a 4 euros, on a 4 milliards, donc je vais juste prendre ça comme ça, je le mets ici, voilà, donc on a 4 milliards 900, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 35 milliards d'euros, on arrive à peut-être à 14% de rendement. Donc, au prix actuel, si vous distribuez la totalité des bénéfices, vous aurez 14% de rendement. Donc, ce qui permet de dire que le dividende actuel, il est safe. Donc, même quand on le paye en totalité, il nous reste encore un 5% ici pour payer la dette, pour remettre dans le bilan, pour, comment on appelle ça, pour mettre
augmenter ici le cash dans l'entreprise, etc. D'accord? On a à peu près ici 14% de rendement, donc le dividende ici, il est safe. Mais ça ne veut pas dire que parce que le dividende est safe qu'ils ne peuvent pas le couper. Cette entreprise se réserve généralement le droit de couper ce dividende-là quand tout va mal. Ok, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas le payer, mais ce qu'elle préfère faire on ne sait jamais. Ok, c'est par prudence qu'elle le fait généralement. Ok, donc au cours des 20 dernières années, je pense qu'elle a coupé le dividende ici, enfin, quelques fois, plusieurs fois même. Donc vous voyez ici que voilà, en 2008, etc., on a coupé, on a attendu quelques années, après on a recommencé, 2020 ici, on a également coupé. Dans tous les cas de figure, elle paie un dividende. Moi, je pense qu'elle devrait plutôt racheter des actions, de préférence. Je préfère qu'elle rachète des actions. Je ne sais pas pourquoi les compagnies européennes ont du mal à racheter des actions, en fait. Elles devraient racheter ces actions, en fait. Ça va permettre ici aux actionnaires d'avoir non seulement le dividende, mais également bénéficier de l'appréciation du prix de l'action. Parce qu'en date d'aujourd'hui, voilà, si par rapport à l'évaluation de cette compagnie-ci, si on prend les prices, les PER, généralement pour une banque ici, 10 fois les bénéfices, c'est assez correct. OK? Généralement, 10 fois les bénéfices, c'est assez correct. Mais vous allez voir que les banques européennes auront tendance à avoir des PER moins élevés. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Peut-être parce que les actifs ici sont plus risqués, etc. Je dis bien peut-être, ok? Généralement, cette entreprise, sur les 10 dernières années, s'échange généralement à 10 fois, 11 fois les bénéfices. Si vous prenez à 10 fois les bénéfices, admettons qu'on a 4 milliards 900 ici, le 4 milliards 900, on estime, est-ce qu'il est durable? C'est la question qu'on se pose. Si on le prend à 10 fois les bénéfices ici, ça va nous donner à peu près quelque chose autour de 49 milliards. 49 milliards ici, divisé par la capitalisation boursière, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on aura combien? On aura à peu près aux alentours de, donc ça c'est à peu près 3 milliards ici, donc je divise ici par 3, divisé par 3, on aura à peu près quelque chose autour de 16 euros l'action. Donc, actif tangible par action, on est aux alentours de 13 euros, quelque chose ici. Et quand on prend ici par rapport aux bénéfices net, 10 fois les bénéfices, on est peut-être à 16 euros. Donc, vous voyez qu'on est correctement on est légèrement sous-évalué ici. D'accord? Donc, il est judicieux d'acheter aux alentours de ces actifs tangibles par action. Le dividende ici, il est safe. Donc, c'est une compagnie ici. Techniquement, on ne va pas s'attendre à aller aux alentours des 15 euros par là. D'accord? Mais pour bénéficier du dividende actuel, c'est tout à fait parfait, c'est correct, d'accord? Donc, c'est intéressant. Donc, c'est surtout une compagnie ici qui est intéressante pour le dividende, ok? Mais pour l'appréciation ici du prix, il faut absolument qu'elle rachète ses actions. Est-ce qu'elle a décidé ici de faire un rachat d'actions? Donc, je fais CTRL F. Non, on va faire ça. CTRL F, rachat. On va mettre ça comme ça. Est-ce qu'elle a décidé de faire un rachat d'actions? Rachat d'actions, en complément de distribution de l'actionnaire, 20 centimes, distribution, donc, ainsi que l'opération de rachat d'actions compensant l'effet du litige, l'augmentation du capital. OK, donc c'est un rachat d'actions pour uniquement compenser l'effet du litige ici de l'émission de nouvelles actions pour les employés. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais qu'elle rachète ses actions. D'accord? Donc, il y a également un élément que vous devez regarder qui est très important, qu'on appelle généralement le Tier 1 de CET1, d'accord? Vous allez voir dans les rapports financiers de l'entreprise, le mentionne généralement. Ici, elle vous dit que sur ce logiciel-ci, on vous dit que le CET1 est aux alentours de 13%, c'est-à-dire que 13% de ces actifs sont liquides, ultra liquides. Donc, c'est-à-dire qu'on peut y avoir accès très rapidement. Et vous voyez que c'est en diminution. Techniquement, selon la réglementation, elle doit avoir au moins 10% en montant. OK? Donc, c'est assez correct. Donc, ici, vous pouvez regarder dans les rapports financiers, on va toujours faire allusion au CET. D'accord? Vous voyez ici le Core 1 tier, le CET1 ici, à la cible malgré la hausse des taux. Donc, vous voyez ici que c'est 11,2%. Et ici, le groupe Crédit Agricole, c'est 17,6%. Il faudrait voir ici dans le groupe, ça comprend quoi, etc. D'accord? Donc, il faut vérifier. Donc, on le mentionne ici, on reste toujours au niveau techniquement, on est au niveau de la moyenne. D'accord? La moyenne réglementaire ici. Donc, c'est assez correct. Il faut également parfois regarder l'évolution ici des prêts non performants, donc non-performing loan en pourcentage ici du total loan, donc les actifs non performants, les prêts non performants par rapport au total des prêts ici. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble des prêts qu'on a eu à octroyer ici, à octroyer ici, 2,3% ici sont non performants, c'est-à-dire qu'il y a peut-être les personnes à qui on a prêté de l'argent, peut-être que ça fait plus de 30 jours qu'ils ne payent pas les intérêts ici. OK? Donc, ça peut sembler très petit, 2,3%, mais ça représente des milliards. Ça peut mettre en danger une entreprise. Donc, faites attention. Par exemple, si on prend cet élément-ci, OK? Regardez juste ceci. Je vais prendre une entreprise américaine, Bank of America, qui est bien gérée. Vous voyez que ces actifs non performants ici par rapport au pourcentage de prêt sont presque insignifiants. 0,39. 0,39. Les banques, ici, c'est 2,3. Ici, c'est presque 5 fois.
plus que 5 fois même. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que les entreprises européennes auront tendance à s'échanger à des ratios moins élevés. Parce que techniquement, en termes de qualité de prêt, c'est moins bien que les entreprises américaines. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que l'entreprise est surévaluée? Non. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Oui, pour le dividende. OK? J'aimerais également voir j'aimerais également que cette entreprise s'y rachète plus ses actions. Donc, personnellement, ce qu'on devrait faire ici, c'est pourquoi ne pas couper la poire en deux? 5% en actions, 5% en dividendes. Donc, payer les actions ici, payer 5% de dividendes et payer 5% en actions. Ok, je sais que les gens adorent les dividendes, etc. Mais également l'appréciation ici du prix l'appréciation ici, la croissance ici du prix de l'action peut également être intéressante pour les investisseurs. Ok, je sais que la plupart sont sont investis dans des PEA, etc. C'est une bonne chose, bien sûr. Donc, si c'est le cas, oui, vous aurez tendance à accepter ce dividende-là. Après, je sais pas si pour les entreprises françaises, on vous taxe le dividende en même temps dans le PEA, je sais pas. Bref, dans tous les cas de figure, je comprends l'intéressement, mais voilà, ça reste une compagnie assez bien, on va le dire, assez bien gérée ici. Donc, retenez que les entreprises, j'aurais bien aimé voir ici avoir l'information concernant le non-performing loan par rapport à l'équité tangible ici. D'accord, ça m'aurait donné une bonne information. Donc, est-ce que je vais mettre ça ici? Je peux même le retrouver. Donc, non-performing loan, non-performing loan. Est-ce qu'on me met ici en pourcentage? Non, mais pas. Enfin, on me met en pourcentage. Je veux le chiffre, en fait, donc en volume. Bref, c'est pas grave. Donc, ici, on va se dire que le prix actuel, on ne surpaye pas. C'est uniquement pour quelqu'un qui recherche un dividende. De toutes les façons, voilà. Et ce dividende-là, il est assez safe, mais il se réserve également le droit de le couper. Donc, pour tous ceux qui veulent acheter du crédit agricole au prix actuel, c'est parfait. C'est correct. D'accord? On est toujours sur la même tendance que la dernière fois. Et je pense que toutes les compagnies bancaires sont également dans la même lignée. Donc, n'oubliez pas, dans la top newsletter, vous allez recevoir tantôt, ou bien si vous l'avez déjà reçu, une analyse sectorielle ici une analyse du secteur bancaire. Je dis toujours une analyse secteur bancaire du point de vue des États-Unis, mais en fait, vous aurez une idée générale à peu près de comment est-ce que ça peut se passer également en Europe. Et ça sera dans la top newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo et la top newsletter est gratuite, je rappelle toujours. Et également, dans cette analyse-là, enfin, dans cette analyse sectorielle, vous allez également recevoir, voilà, les entreprises les entreprises américaines sur lesquelles j'ai également fait des notes d'analyse, d'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés pour les notes d'analyse, dans le segment bancaire, vous allez savoir quelles sont ces entreprises-là, ok? Je dis bien dans le segment bancaire, ok? Et les notes d'analyse sont uniquement disponibles pour les abonnés du service Top Premium. Donc, dans le service Top Premium, vous pouvez demander à ce qu'on analyse de manière quantitative une entreprise, comme ce que je suis en train de faire présentement. En supplément de ça, je vous propose 2 entreprises qui sont sous-évaluées par mois avec des notes d'analyse et les notes de suivi. Donc, tant que le scénario de départ est toujours d'actualité, on continue à suivre la compagnie ici. Donc, les notes d'analyse en question, pour ceux qui sont les abonnés sur la chaîne depuis longtemps, vous savez à quoi ça ressemble. Donc, on en a fait ici sur Total Energy. J'en ai la vidéo de Total Energy qui est sortie avant celle-ci. Vous allez voir que on a parlé des notes d'analyse. Également sur McDonald's, également sur Stanley Black & Decker, également sur 3M. Ok, donc les notes d'analyse sont basées sur quoi? La lecture des rapports financiers, pas juste des états financiers, des rapports financiers. Donc on a essayé de faire parler les chiffres. Ok, donc également écouter les conférences. Au moins quand vous lisez une note d'analyse, vous savez à peu près ce qui s'est passé dans le trimestre. En tout cas, vous avez les informations les plus importantes. À quoi s'attendre à court terme ici. Et je rappelle toujours que quand on lit un rapport financier, on répond à la question qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme? Et quel est l'état d'endettement? Ok? Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va se limiter là. Le crédit agricole, voilà, c'est toujours assez intéressant ici pour ceux qui recherchent un dividende, mais faites attention. Les banques, faites très attention. Ces compagnies-là, le diable est dans les détails. D'accord? Le management est déterminant ici. Et j'ai bien aimé le management ici de Crédit Agricole. Parce qu'il vous dit ceci. Quand on est dans le secteur bancaire, le rôle d'une banque, c'est de gérer le risque. C'est avant tout un rôle de gestion du risque. Donc, il faut faire attention à qui est-ce qu'on prête de l'argent et dans quel secteur d'activité dans quel type dans quel type de prêt on aimerait octroyer, etc. D'accord? Il faut faire très attention. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici sur Crédit Agricole. Pour le moment, voilà, c'est assez correct. D'accord? C'est pas par rapport aux actifs tangibles par action ici, on va se dire que bon, on se maintient, mais le prix actuel reste toujours intéressant pour ceux qui recherchent un dividende. Et ce dividende-là, il a l'air safe. Ok? Donc, si elle a énormément de dépôts ici, il y a de fortes chances qu'elle se comporte bien dans les mois à venir. Même de toutes les façons, je vous laisse aller lire l'analyse sectorielle qu'on a fait sur ce sujet-là. Le lien est dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire épinglé sur cette vidéo aussi. Merci.